Bonjour à tous et à toutes. Alors, notre rendez-vous annuel, vous avez remarqué que le titre, c'est pas les tendances IT 2022, c'est plutôt les tendances actuelles. Parce que d'abord, c'est pas sûr qu'elles se réalisent, elles se concrétisent en 2022, c'est même pas sûr qu'elles se concrétisent du tout. Mais de toute façon, ce sont des tendances qu'on va étudier qui vont bien au-delà d'une seule année. Donc, le titre est censé refléter ceci. Alors, Arthur a insisté pour qu'il y ait un slide de présentation. Euh, j'ai envie de dire, en plus de ce qu'il y a sur le texte, là, je suis dans l'informatique depuis 1977. J'ai connu les mainframes, j'ai vu la montée des PC, j'ai participé activement à la promotion du client-serveur, j'ai favorisé le passage à l'Internet et au web vis-à-vis de nos clients. J'ai participé aux réseaux sociaux à partir de 2004 et durant tout ce temps, je me suis passionné pour la simulation immersive. Depuis 5 ans, j'ai différents casques de réalité virtuelle, etc. J'ai une petite pratique là-dedans, ça ne veut pas dire que je suis un expert absolu, hein, mais en tout cas, je m'y suis intéressé, ce qui est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Arthur, on va avoir une présentation en deux parties. On va d'abord revenir sur les raisons profondes de façon à comprendre pourquoi est-ce qu'on est désormais à la recherche de la prochaine grande affaire. Hein. On voit seconde partie The Next je vais y arriver, The Next Big Thing. Mais pour comprendre ça, il faut revenir sur ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Donc les smartphones, le cloud, la loi de Moore, etc. On va voir ça ensemble. Et dans la seconde partie, on va effectivement parler du métaverse, du Web 3, de l'informatique quantique, qui sont en gros les grandes tendances que les gens ont à l'esprit aujourd'hui. Il faut comprendre avant tout, d'abord et avant tout, que la big tech, les GAFAM et quelques autres, ont toujours besoin de croissance, ont toujours besoin d'un nouvel horizon, ont toujours besoin d'occuper le terrain avec un narratif qui leur convient. C'est important de garder ça en tête parce que ça veut dire aussi que ce narratif n'est pas forcément adapté à vos besoins, pas forcément adapté à la situation actuelle, mais elle est adaptée au fait qu'on veut occuper le terrain. Alors revenons justement sur ces raisons profondes, parce que c'est ça qui va nous permettre, il y en a au moins deux de raisons profondes qui permettent de comprendre pourquoi on est à la recherche d'un relais de croissance. Alors, actuellement, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas, on vit des fins de cycle. Et ça à plusieurs niveaux. On le voit au niveau marché avec le cloud et au niveau infrastructure avec la loi de Moore. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Commençons par une évidence assez facile. Les smartphones qui ont été le moteur de croissance de ces 10-15 dernières années sont actuellement en plateau. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se vend plus, mais on est principalement dans un marché de renouvellement, en tout cas pour ce qui est des pays riches. Et pour ce qui est des pays pauvres, ce n'est pas tout à fait le même niveau de produit qui est commercialisé. Donc, les smartphones tels qu'on les connaît, qui sont en gros la nouvelle plateforme, l'Internet mobile, ça, on ne peut pas en espérer encore de grosses croissances. C'est en train de s'aplatir, on est en phase d'atterrissage. Bon, c'est quelque chose de vu, su, connu, même documenté, on le sait déjà depuis quelques temps, il n'y a pas de surprise à avoir là-dessus. Alors, un autre élément beaucoup plus polémique, c'est la loi de Moore, qui vit actuellement un écrasement qui est à la fois incontestable et très contesté. C'est un peu amusant parce que, bon, c'est normal que ce soit contesté parce que c'est plus qu'une rupture, c'est un véritable changement de paysage. Il faut comprendre que ça fait plus de 40 ans qu'on vit avec une croissance importante de la capacité des composants électroniques
Et donc, on s'est complètement habitué à ça et on a fini par croire que c'était inévitable, que ça arrivait toujours. D'autant plus qu'il faut se souvenir que la loi de Moore a toujours été contestée. Et il a toujours été annoncé que c'était sa fin depuis ces dernières décennies. Donc, c'est pas surprenant qu'encore aujourd'hui, on revienne sur le tapis pour dire encore la même chose et c'est absolument normal qu'il y ait plein de gens qui disent mais non, pas du tout, ça continue comme avant, tout va bien. En réalité, non, ça continue pas comme avant et tout ne va pas bien. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'Intel, qui était archi dominant et qui s'appuyait et qui était le driver principal de cette croissance, est en difficulté depuis quelques années et a perdu le leadership. La seule chose qui ne ralentit pas dans les éléments auxquels on s'était habitué, c'est le prix des usines. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre une usine de fabrication de composants, ça coûte toujours plus cher. Et là, par contre, il n'y a pas d'écrasement, il n'y a pas de ralentissement. Par contre, arriver à faire des processeurs qui soient gravés avec quelques nanomètres d'écart entre les pistes, eh bien ça, c'est beaucoup plus difficile et on a beaucoup plus de mal à faire les prochains sauts par rapport au saut précédent. Bon, c'est tout à fait normal puisqu'on ne pouvait pas imaginer une croissance sans limite de la capacité d'augmenter la densité des composants électroniques alors qu'on est dans un monde physique où à un moment, forcément, on tombe sur des barrières qui sont plus ou moins infranchissables. Alors, ça ne veut pas dire que le progrès technique des composants va s'arrêter comme ça brutalement et il n'y aura plus rien. Au contraire, on va, quelque sorte, la loi de Moore qui était la focalisation sur l'augmentation de la densité était aussi un concept qui nous limitait, qui nous coinçait dans une seule piste de croissance. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut faire autrement. C'est ARM avec les processeurs Apple M1, par exemple, qui a montré la voie. Enfin, ARM montre la voie depuis très longtemps, mais le processeur Apple M1 le montre de façon spectaculaire. Il y a d'autres façons d'avoir de la croissance technique hein, en cherchant à moins consommer, à moins produire de chaleur, avec des résultats qui sont spectaculaires sans forcément apporter le même niveau de croissance et de régularité dans cette croissance, parce que ce qui était intéressant avec la loi de Moore, c'est qu'elle était régulière. Donc, on ne va pas attendre exactement les mêmes niveaux, mais il y a des pistes pour avoir encore de la croissance. Ceci dit, on a un pilier de notre environnement, un pilier de notre paysage qui est en train de s'effriter, qui est en train d'atterrir, et ça, c'est un grand changement quand même. L'autre élément de ces 10 dernières années, 15 dernières années, c'est le cloud qui est actuellement en généralisation. C'est quelque chose de très clair, même s'il y a encore des retardataires. Et puis, on commence enfin à avoir du recul et à se rendre compte que toutes les promesses du cloud ne seront pas tenues, ce qui est difficilement une grande surprise. Par exemple, en particulier, le cloud, c'est moins cher. C'est toujours pareil en informatique. À chaque fois qu'on essaie de vous vendre un changement de paradigme, inévitablement, on vous dit et en plus, ce sera moins cher. Et inévitablement, on s'aperçoit que c'est faux. Alors pourquoi dans le cas du cloud, cette promesse n'est pas tenue? Tout simplement parce que là, comme c'est un robinet ouvert en termes de capacité à consommer de la capacité, ben on n'hésite pas à le faire et on laisse le robinet couler, on laisse les ampoules allumées et quand on reçoit la note, on s'aperçoit finalement que ça a quand même coûté pas mal. On n'a pas encore le recul suffisant pour consommer le cloud d'une manière adéquate, mais ça va venir. Alors, autre élément beaucoup discuté ces dernières années, c'est l'IA. Est-ce que l'IA allait être le relais de croissance qu'on attendait? Est-ce qu'on allait pouvoir tout faire avec le machine learning? Est-ce que c'était une porte qui s'ouvrait vers un nouveau type d'application? Bah, on s'aperçoit depuis maintenant 2 ans à peu près que bah non, c'est pas un scénario
comment dire, de croissance illimitée, ou plutôt, si, il y a de la croissance, mais c'est dans les coûts d'apprentissage des systèmes de machine learning. On s'aperçoit que ça coûte très cher, de plus en plus cher, et que le principal facteur de dépense des startups qui sont dans ce domaine, c'est justement les coûts terribles qu'ils ont avec, sur le cloud, bien sûr, pour mener les comment dire, phases d'apprentissage de ces systèmes. Donc, on sait aujourd'hui, bon, on ne va pas vers un nouvel hiver de l'IA comme je l'avais annoncé il y a quelques années, mais au minimum, c'est un automne, c'est-à-dire que l'IA va rester principalement pour les très grands acteurs, mais ne va pas se généraliser à tous les utilisateurs. D'abord parce que c'est pas une technologie qui est actuellement véritablement généralisable, hein, c'est encore un domaine réservé pour les GAFAM. Et ensuite parce qu'on a eu un certain nombre d'échecs qui a quand même douché en partie l'enthousiasme qu'on pouvait avoir pour l'IA et son potentiel. On a vu l'échec de Watson d'IBM. D'ailleurs, récemment, IBM s'en est débarrassé. Watson, je vous le rappelle en deux mots, c'était un programme basé sur le machine learning qui avait fait un effet démo très convaincant en battant les champions du jeu Jeopardy. C'est une série télé, c'est une émission de télé aux États-Unis, très connue, très célèbre. Et à partir de là, IBM s'était dit, bah, très bien, je vais pouvoir commercialiser Watson auprès des centres de santé. Ils ont de l'argent, ils ont des besoins, ça va bien marcher. En réalité, ça n'a pas marché, tout simplement parce que ces centres de santé n'avaient pas le volume de données suffisant pour entraîner Watson de manière adéquate. On s'aperçoit que ça, c'est une limite très importante. Et donc, finalement, ça a été un échec. C'est un échec sur le plan commercial. Et ça permet de voir que l'IA ne peut pas faire tout pour tout le monde dans toutes les conditions. L'autre échec patent et significatif, c'est les voitures autonomes. On nous annonçait qu'elles se généraliseraient pour 2016, on est en 2022 et c'est toujours pas le cas. Et ça montre que finalement, entraîner des systèmes basés sur le machine learning pour faire face à toutes les situations dans le vrai monde, c'est beaucoup plus compliqué que prévu et c'est beaucoup plus difficile de faire face à la grande diversité des situations possibles. Et en particulier, on s'est aperçu que la limite des biais était très importante dans l'entraînement de ces systèmes. Je l'explique en deux mots. Les biais, c'est d'avoir des données qui soient biaisées dans un certain sens. Dans le cas des voitures autonomes, par exemple, c'est qu'on leur faisait avaler beaucoup de données issues du monde réel, mais qui mettaient en œuvre surtout des véhicules à 4 roues et plus, donc des voitures et des camions, et assez peu de deux roues. Donc le biais était en défaveur des deux roues. Et on s'est aperçu du coup que vis-à-vis des deux roues, ces systèmes avaient du mal à les reconnaître ou faisaient des faux positifs. Enfin bref, là clairement, le problème des biais faisait sentir toutes ces conséquences. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas de l'IA qu'on peut attendre aujourd'hui une très forte croissance. Là, l'espoir et la promesse a été un peu déçu. Donc du coup, on se retrouve en attente et en demande de la prochaine grande affaire. Et on peut dire que le monde de la big tech est un peu en mode panique parce que la nouvelle grande affaire est appelée au parloir et vite, on en a besoin. La mode technique est un vecteur de croissance en fait et il faut toujours changer la vitrine, il faut toujours renouveler la promesse, renouveler le narratif de façon à maintenir l'intérêt de la grande masse. Et à chaque fois, c'est fait à travers une propagande assez grossière. Hein. On voit une pléthore d'articles qui sont principalement des copier-coller de la source d'origine, hein, principalement les communiqués de presse des grands acteurs ou des acteurs engagés dans le domaine concerné. Et ce sont des articles très creux. Si on regarde par exemple tout ce qui est dit aujourd'hui sur le métaverse, eh ben, incontestablement, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Il faut quand même creuser un peu plus. Il faut aller au-delà de la première vague des articles généralistes pour trouver quelque chose. Donc, voyons ça ensemble. Alors, la première question, c'est le métaverse dont on parle beaucoup
aujourd'hui est-il déjà à notre porte? Alors, avec le Web3, dont on parlera un peu plus loin, c'est vraiment le hype du moment, hein. Et je dirais même qu'on vit une période de metaverse washing où tous les acteurs essayent de s'approprier cette étiquette et ce qui est dit est principalement sans intérêt. En fait, ça peut s'apparenter à une espèce de ruée vers l'or. Et aujourd'hui, tout le monde proclame avoir ou mettre en œuvre un métaverse. Il y en a partout, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. On le verra ensemble. Le problème principal, c'est que les défis techniques, et il y en a beaucoup, sont actuellement très sous-estimés. Les acteurs principaux, ceux qui sont véritablement impliqués, le disent. Ils disent que l'infrastructure doit progresser, l'infrastructure de l'Internet doit progresser et doit progresser radicalement si on veut voir émerger un métaverse digne de ce nom. Alors, c'est pas impossible parce que si on se projette en arrière, si on regarde ce qui se passait au tout début du web, au milieu des années 90, à ce moment-là, on accédait à l'Internet principalement via un modem. Il n'était pas encore question de vidéo et il fallait que les images soient optimisées sur les sites pour arriver à passer. Et puis, on a vu qu'en 20 ans, l'infrastructure a bien évolué. Alors, certes, la fibre optique, c'est pas généralisé absolument partout dans les pays riches, mais c'est en voie de forte progression. Et puis, avec des systèmes tels que la DSL, on a quand même eu des débits assez raisonnables pour faire des choses intéressantes, telles que aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéoconférence. Mais revenons sur le problème qui font que le métaverse, pour le moment, est plus un concept lointain qu'une réalité concrète pour tout de suite. Alors déjà, il faut s'intéresser à proposer une définition qui soit valable. Dans la chronique Redsen que j'ai publiée il y a quelques semaines, je propose une définition en 7 points qui est en fait issue de ce qu'a écrit Matthew Ball, un investisseur américain qui s'est spécialisé dans ce domaine-là. Et on voit que le métaverse doit être persistant, synchrone, en direct et sans aucun plafond. Alors si on prend seulement ça, déjà, on voit que actuellement aucun métaverse n'est en ligne. Personne n'est prêt et même de loin parce que ça, ce sont des contraintes très importantes et sur lesquelles actuellement l'infrastructure de l'Internet n'est pas capable d'être au rendez-vous. Alors, pour bien définir ce que c'est et pourquoi c'est un vrai changement, je vous propose une définition qui se résume en une phrase. Le métaverse permettra de plonger dans l'Internet plutôt que de simplement surfer sur le web. Donc, on voit bien que l'élément important dans cette définition, c'est le côté immersion. Ceux qui vous disent, j'ai un métaverse et puis vous pouvez le parcourir grâce à votre clavier écran souris. En gros, c'est la même proposition que Second Life en 2007 et on a vu ce que ça a donné. Donc, restons sérieux. Pour le moment, on en est très loin, même si aujourd'hui le hype est déjà à fond, il ne faut pas se laisser abuser. Il ne faut surtout pas confondre le métaverse avec les univers virtuels. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que si on considère le métaverse au pluriel, c'est déjà un échec. Le métaverse, à terme, si c'est une réussite, il sera unique. De la même façon qu'il n'y a qu'un seul Internet et qu'il n'y a qu'un seul web et qu'il n'y a pas de barrage de plateforme ou autre pour passer d'un site à un autre ou d'un serveur à un autre, quelle que soit sa localisation dans le pays. Ça, c'est une notion qu'on a assez bien compris pour ce qui est de l'Internet ou du web. Eh bien, il va falloir l'appliquer aussi dans le métaverse. Et je vous donne un exemple. Par exemple, Epic Games, qui est l'éditeur de Fortnite, donc un univers virtuel
très à la mode en ce moment. Bon, c'est un jeu, c'est un jeu vidéo que connaissent vos enfants, où en gros, bah, il faut arriver à survivre en tuant tout le monde. Bon, formidable. Donc, Epic Games a une attitude intelligente parce qu'il dit que Fortnite n'est pas le métaverse, n'est pas le candidat à être un métaverse, mais pourrait devenir une partie du métaverse. Donc, eux, ils ont à peu près compris l'enjeu. Pour le reste, aujourd'hui, on assiste principalement à une espèce d'hystérie où les gens qui sont dans le domaine des univers virtuels ou qui y rentrent utilisent l'étiquette métaverse parce que c'est plus vendeur, c'est quelque chose de nouveau, ça a l'éclat de la nouveauté et donc c'est formidable. On le voit par exemple avec la spéculation immobilière sur les univers virtuels tels que Decentraland ou Sandbox. C'est absolument le parfait exemple d'un buzz absurde. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, d'abord, comment avoir une garantie quelconque que à terme, quand effectivement un métaverse digne de ce nom va émerger, la parcelle que vous avez achetée chez l'un ou chez l'autre pourra être réutilisée, pourra être fusionnée dans cet environnement global. Vous n'en avez absolument aucune garantie. Quand on voit que des grands acteurs français tels que AXA ou Carrefour se lancent dans l'achat de parcelles à Sandbox, bon, bah ça, c'est typiquement du metaverse washing et ça n'a pas grand intérêt. C'est simplement des gens un peu traditionnels qui se disent, bah tiens, là, ça va nous donner un coup de jeune à peu de frais. C'est, à mon avis, c'est même contre-productif parce que je vois pas ce que ça peut donner de bien à leur image. Revenons sur les défis techniques qui sont en fait tout simplement vertigineux. D'abord, il faut comprendre que l'Internet n'a pas été conçu pour une situation de connexion permanente à grande échelle. Or, si on voit les 4 premiers critères qui définissent ce que sera le métaverse à terme, persistance, synchrone, sans plafond, c'est-à-dire sans limite du nombre d'utilisateurs simultanés et capable d'interagir les uns avec les autres. Là, on voit tout de suite que ça change la donne en profondeur et en plus immersif. Donc on voit que, alors un responsable d'Intel disait que pour atteindre ce niveau, il fallait que l'infrastructure Internet progresse d'un facteur 1000. Or, avec ce qu'on a dit auparavant, où on est dans une situation en quelque sorte en plateau, avec la loi de Moore qui s'écrase, etc., on est exactement dans une situation qui est propice à ce grand bond en avant. On est même plutôt dans une trajectoire de collision, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de progression au moment où la progression technique se fait un peu plus difficile, où elle a besoin de trouver un nouveau chemin. Donc, ça va incontestablement être difficile. Donc, ce qu'on peut dire principalement sur le métaverse, c'est qu'actuellement, l'emballement est tout simplement prématuré. Hein, tout le monde veut en être, mais en fait, très peu ont réellement les moyens de cette ambition. À part Meta, donc le nouveau nom de Facebook, il va falloir s'y habituer, et puis Microsoft, qui sont les plus engagés dans le domaine, pas au même niveau, pas de la même manière, et peut-être aussi Nvidia dans une certaine mesure, et puis quelques acteurs intelligents tels que Epic Games qui ont compris qu'il ne s'agissait pas d'essayer d'être le métaverse tout pour tout le monde, mais d'être une partie du métaverse, eh bien, le développement va être long et difficile. Quand on dit long et difficile, ça veut dire qu'il va falloir au moins 10 ans, je dis bien au moins 10 ans, avant d'avoir quelque chose de palpable. Pour le moment, on constate, quand on essaye d'utiliser les masques de réalité virtuelle,
que les interfaces sont très perfectibles. Certes, il y a un peu plus d'immersion qu'à travers écran, clavier, souris, mais ce n'est pas encore formidable. Or, les leçons de l'échec de Second Life en 2008, c'est que justement, les gens avaient du mal à utiliser cet environnement, avaient du mal à comprendre ce qu'ils pouvaient faire et surtout comment le faire. Or, actuellement, quand on est dans ces applications, les gestes ne sont pas intuitifs, ils ne sont pas standardisés. Il faut réapprendre à chaque fois, dans chaque nouvelle application, comment faire ceci ou comment faire cela. On voit qu'on est encore très loin d'un environnement qui est mature. D'autant plus que il y a une question fondamentale, c'est où est la killer app? À chaque changement de plateforme, on a eu une application qui a motivé, qui a poussé, qui a piloté ce changement, qui a fait en sorte que tout le monde a décidé de s'équiper pour accéder à ces nouvelles possibilités. Par exemple, au moment du PC, ça a été l'application de type tableur qui a justifié très largement de s'équiper de ces machines individuelles. Au moment de l'émergence des smartphones avec l'iPhone, etc., eh bien, ce sont des applications telles que Google Maps, Uber et autres qui proposaient quelque chose de radicalement nouveau, qui ont porté l'avènement de l'Internet mobile. Aujourd'hui, en matière d'applications dans les différents environnements de réalité virtuelle ou même de réalité augmentée, on est très loin d'avoir identifié où était et quelle était la killer app. Donc clairement, ça va prendre du temps et pour le moment, c'est prématuré, même s'il y a un buzz général pour vous dire que ça y est, c'est là et qu'il faut s'y intéresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà des candidats, un candidat au moins pour compléter ou remplacer même le métaverse, c'est le Web 3. Le Web 3 prétend être la nouvelle vague de l'Internet, d'être la nouvelle vague même de l'informatique, pas seulement de l'Internet, hein, remplacer le Web 2 par le Web 3 et tout basé, cette nouvelle vague informatique, sur l'utilisation de la blockchain. Alors, là aussi, il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup d'articles creux qui n'arrêtent pas de vous répéter que c'est formidable, c'est merveilleux et qu'il faut s'y intéresser vite, maintenant, là, tout de suite, avant que le train passe. Il y a beaucoup de FOMO là-dedans. Alors, FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est peur de louper quelque chose. Pas d'affolement, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Vous n'allez rien louper parce qu'actuellement, le Web 3, dans son état actuel, c'est pas autre chose qu'une mauvaise plaisanterie. C'est une escroquerie à tous les étages. Avec le temps, dès qu'on creuse un peu ce domaine, on s'aperçoit que toutes les promesses, en fait c'est le cas depuis 4 ans avec la blockchain, toutes les promesses se révèlent être fausses. Toutes, absolument toutes. Alors, on ne va pas avoir le temps, dans le cadre de ce webinaire, de tout détailler. On va simplement survoler, comme on l'a fait avec le métaverse. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques exemples qui montrent bien que, pour le moment, le Web 3, ce n'est pas autre chose qu'un composant de la crypto-spéculation. Hein. Tout à l'heure, en intro, Arthur parlait des crypto-monnaies. Il faut savoir que tout ça repose justement à la base, hein, dans son substrat, sur une utilisation approfondie des crypto-monnaies, principalement de l'Ethereum. Enfin, Ethereum, c'est le nom de la blockchain. Hein. La crypto-monnaie, c'est Ether. Mais bon, la crypto-monnaie la plus connue, c'est Bitcoin. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a énormément d'autres. Donc, c'est principalement un composant, un élément de cette crypto-spéculation. C'est un paravent, le Web3 est un paravent d'un empilement d'astuces spéculatives comme les NFT qui sont véritablement une bulle à l'intérieur de la bulle. C'est-à-dire que si vous considérez que les crypto-monnaies
sont une bulle spéculative, et vous avez raison, eh bien à l'intérieur, vous avez des éléments comme les NFT qui sont un élément de plus pour accélérer encore l'atmosphère d'enthousiasme et d'urgence qu'il y a à plonger là-dedans. En vérité, on s'aperçoit que les gas fees, c'est-à-dire les frais de transaction à tous les étages qu'on a à faire tout le temps dans ces environnements sont exorbitants, les frais sont exorbitants, tout simplement parce que les blockchains, qui sont l'élément sur lequel tout cela repose, sont pour le moment très peu performantes. Et donc à chaque fois, il y a de l'attente, il y a même des listes d'attente avec des priorités. Et en gros, c'est celui qui est prêt à payer les gas fees les plus importantes qui passera en premier. Alors, pour bien comprendre ce que propose le Web 3, revenons sur les évolutions du Web. Donc, au milieu des années 90, on a eu le Web 1 qui était en gros The Information Economy, c'est-à-dire l'économie de l'information, les lectures de contenu principalement. Si vous vous en souvenez, on avait Yahoo et Netscape qui étaient les acteurs principaux. Et puis, à partir de 2003-2005, on a eu le Web 2 qui permettait pas seulement de lire des contenus, mais également de contribuer, de modifier, etc. Et on a vu apparaître des nouveaux acteurs, principalement les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est toujours dans cette économie des plateformes avec un certain nombre d'opérateurs importants qui sont les GAFAM et qui dominent le marché. Alors, le Web 3 vous dit, bon, on peut changer ça, on peut passer dans un environnement où vous aurez des outils de création de contenu à tous les étages, le tout reposant sur la blockchain. Et ça va vous rendre complètement indépendant des GAFAM parce que le grand mot du Web 3, c'est la décentralisation. Alors, c'est complètement illusoire parce qu'il n'y a pas plus de décentralisation que de beurre en branche. Et le plus amusant d'ailleurs, c'est qu'ils utilisent le terme décentralisation pour pas dire distribuer, parce que distribuer, pour eux, c'est un mot qui est un peu daté, qui est un peu ancien, et c'est là une partie du narratif, il faut pouvoir toujours utiliser des mots nouveaux pour une nouvelle tendance. Donc c'est décentralisé, sous-entendu, ça n'appartient à personne, c'est public, c'est pour tout le monde, c'est un peu comme l'open source, quoi. C'est l'open source appliqué au web. Alors évidemment, comme d'habitude dans toutes ces promesses, c'est complètement faux et c'est pas très difficile de s'en rendre compte. Le meilleur exemple sur le décentralisé, c'est de s'apercevoir que les principaux acteurs des NFT, qui sont par exemple OpenSea, MetaMask, appartiennent à une poignée d'acteurs qui ne sont pas nombreux, principalement un éditeur de logiciels qui s'appelle Consensus. Et Consensus, en fait, appartient à un investisseur important dans son capital qui est JP Morgan, une grande banque américaine. Donc on voit aussi que le côté c'est public, c'est la communauté, etc. C'est simplement du bourrage de crâne. Et on s'aperçoit que ces acteurs ont effectivement le contrôle parce que tout récemment, ils ont fermé sans prévenir, sans préavis, sans rien, des comptes d'utilisateurs qui étaient au Venezuela ou en Iran. Et puis sans doute qu'ils font actuellement la même chose avec les Russes, puisque c'est la grande mode en ce moment, c'est de taper sur tout ce qui est russe, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est pas le débat. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment, c'est pas comment dire, l'économie distribuée, c'est l'économie de l'illusion, c'est principalement une bulle spéculative et rien de ce qui est promis dans le Web 3 ne sera tenu parce que tout repose sur des éléments techniques qui ne ressemblent pas à ce à quoi ils sont, la façon dont ils sont promus. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais en gros, on peut dire que toutes les promesses sont fausses car le pouvoir est détenu par un cercle très restreint d'acteurs. En fait, c'est comme d'habitude en matière d'informatique. On vous dit on va tout changer
et on va se débarrasser des acteurs dominants, mais c'est principalement pour installer d'autres acteurs dominants qui sont candidats à être calife à la place du calife. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autre élément qui est mis en avant, des fois d'ailleurs pour justifier qu'il n'y a pas à s'inquiéter que la loi de Moore soit en train de s'écraser, c'est l'informatique quantique qui est censée nous amener une croissance et une puissance sans limite dans bientôt, très bientôt. Le problème, c'est que comme d'habitude, c'est un enthousiasme qui est bien trop anticipé. L'informatique quantique, on peut la résumer par pas tout de suite, parce que d'abord, il faut améliorer ces systèmes, qui sont des systèmes effectivement radicalement nouveaux et sur lesquels on a peu de recul. Ce ne sera pas pour tout le monde et pas pour tout faire. L'informatique quantique, c'est un peu comme la physique quantique. Hein. Peu comprennent de quoi il s'agit et les applications dont on pourra tirer parti, qui s'appuieront sur ces ordinateurs quantiques, sur ces processeurs quantiques, ne sont pas encore clairement identifiées et ne sont pas disponibles avant un certain temps. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, bon, bah, pas besoin de s'inquiéter sur le fait que la loi de Moore est en train de s'écraser. D'ailleurs, c'est amusant parce que tous ceux qui sont en faveur de l'informatique quantique reconnaissent que, effectivement, la loi de Moore est en train de s'écraser. C'est déjà ça. Donc, il ne faut pas attendre que l'informatique quantique soit un relais de croissance à court terme et soit tout pour tout le monde. On a déjà vu de façon répétée, ne serait-ce que pour l'IA ou la blockchain, qu'à chaque fois qu'une technologie ou un groupe d'acteurs prétendait être tout pour tout le monde, bah, c'était un drapeau rouge. Hein. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas croire parce que la promesse est tellement énorme qu'elle n'est pas tenable, tout simplement. Revenons sur ce que le passé nous apprend. Il y a des périodes qui sont utiles et qui sont comparables, qui permettent de situer pourquoi est-ce qu'on est actuellement en phase de transition et pourquoi est-ce que ça prendra du temps avant qu'un vrai relais de croissance important apparaisse, se solidifie et apporte des résultats concrets. Eh bien, deux périodes sont intéressantes à étudier, c'est 85 et 95. En 85, et d'ailleurs, en 85, c'est le moment où c'est le deuxième hiver de l'IA, c'est-à-dire que juste avant, c'était l'effervescence des systèmes experts, et puis on s'est aperçu assez vite que les systèmes experts, bah non, ne pourraient pas être tout pour tout le monde, et que tous les informaticiens n'allaient pas se transformer en cogniticiens, et que ça, pour le moment, on pouvait oublier, et l'IA est devenu un gros mot pendant un certain temps. Bref, en 85, qu'est-ce qu'on avait? C'était le début des interfaces graphiques et des SGBDR. Alors, ce n'était pas tout à fait le début parce que tout cela existait comme élément technique depuis longtemps, depuis un certain temps dans les labos, mais c'était le moment où c'était mis en avant, où il y avait une propagande importante pour dire il faut passer à ça. En 84, Apple commençait à commercialiser son Macintosh. En 85, Microsoft dévoilait la version 1 de Windows, qui n'était pas formidable et pour lequel il n'y avait pas d'application. Donc, on s'est aperçu d'abord surtout que les interfaces graphiques faisaient s'écrouler les postes de travail qu'on avait à ce moment-là, consommaient beaucoup de ressources. Pareil pour les serveurs avec les SGBDR. Et finalement, on n'a rien eu de vraiment concluant sur ces deux éléments avant que les processeurs Intel 386 soient largement disponibles et largement répartis un petit peu partout pour que ça commence à pouvoir exécuter les nouvelles générations de ces applications. Principalement, il a fallu attendre Windows 3 avant d'avoir quelque chose d'utilisable et des applications qui allaient avec. Et tout ça, bah, ça a pris un certain temps, devinez combien, 10 ans. Alors 10 ans, justement, ça nous envoie sur 95, avec les débuts de l'explosion du web. À ce moment-là, on ne parlait pas du web encore en 95, mais juste avant, en 93-94, on parlait des autoroutes de l'information, si vous vous en souvenez. Il y avait même eu un rapport Terry proposé au Premier ministre pour dire
Est-ce que la France serait prête pour les autoroutes de l'information? C'est assez intéressant de relire ça aujourd'hui parce que c'est assez ridicule. Mais bon, bref. Les autoroutes de l'information, c'est un peu comme le métaverse aujourd'hui. Personne ne sait vraiment dire ce que ce sera, à quoi ça servira et qui va les dominer. Et finalement, les autoroutes de l'information, on ne les a pas eues. On a eu le web à la place, qui était beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus accessible et beaucoup plus concret. Et finalement, les promesses des autoroutes de l'information, bah, il a fallu attendre quoi? Il a fallu attendre 20 ans avant qu'on ait suffisamment de débit pour faire de la vidéoconférence et de la vidéo à la demande. Netflix, par exemple. Alors, on avait également un autre élément en 95 qui est tout à fait comparable avec l'effervescence autour du Web 3 aujourd'hui, et c'était Java, les promesses de Java côté client. En gros, je vous la fais courte, mais on avait une alliance de Sun et d'Aura qui disait grâce au web et à Java, on va pouvoir se débarrasser de Windows, sous-entendu, on va pouvoir se débarrasser de Microsoft. Et vous allez voir, ça va être merveilleux. En fait, Oracle et Sun voulaient prendre la place de Microsoft, comme aujourd'hui les promoteurs du Web 3 veulent prendre la place des GAFAM. Et les promesses autour de Java côté client, étaient creuses et n'ont pas été remplies. Très vite, on s'est aperçu qu'il valait mieux utiliser le protocole Ajax, c'est-à-dire un mélange de feuilles de style de JavaScript pour faire des applications web qui ressemblaient à quelque chose, hein, des choses comme Gmail dès 2003 et ainsi de suite. On a vu la suite, c'est ce qui a permis d'aboutir au Web 2. Mais bref, il faut comprendre qu'il y a toujours des comparables dans le passé, toujours. Et tous ceux qui vous disent on n'a jamais vu ça, c'est complètement nouveau et ça va tout changer, hein, c'est les phrases qu'on entend continuellement, sont soit des ignorants, soit des menteurs. Dans les deux cas, évidemment, c'est grave. Comme toujours, le timing est sous-estimé. Les évolutions prennent du temps et les cycles ne sont jamais inférieurs à 10 ans. Si on avait dit aux promoteurs du second monde, c'était un univers virtuel dès 97, qui était mis en avant par Canal+, pour ceux qui s'en souviennent. Si on avait pu rencontrer les promoteurs de cet environnement et leur dire, bon les gars, votre truc c'est pas mal, mais en fait c'est 30 ans trop tôt. Personne n'y aurait cru. Ils auraient dit non, pas 30 ans, 10 ans peut-être, mais pas 30 ans. Parce que c'est comme ça, on n'est pas programmé pour comprendre que les évolutions prennent du temps et surtout on est perturbé par la propagande qui met tout de suite en avant des choses qui ne sont pas matures. Or, on s'aperçoit dès qu'on examine n'importe quel domaine technique que les cycles ne sont jamais inférieurs à 10 ans. Voilà, on a terminé la première partie de ce webinaire. Maintenant, on va pouvoir prendre vos questions. Mais en conclusion, j'insiste sur un élément. C'est faites vous-même votre propre opinion. Ne croyez pas forcément ce que je vous ai dit ou ce que vous pouvez lire dans les médias. Voyez par vous-même, vérifiez. C'est pas difficile de creuser. C'est pas difficile d'aller au-delà de la vague des articles creux et copier-coller qu'on a actuellement. C'est pas difficile de vérifier ce qui se passe dans le Web 3 ou de vérifier quelles sont les réalités qui nous sont promises dans le métaverse. Puisque je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Faites-le, vérifiez, faites votre propre idée, votre propre opinion sur ces tendances qui, d'ailleurs, peuvent se révéler être simplement du vent, un faux départ, une fausse idée, et peut-être que dans 2 ans, au lieu d'avoir du métaverse et du Web 3, ce qu'on aura, c'est le web spatial, c'est-à-dire un environnement avec de la réalité augmentée où les objets connectés un peu partout nous donneront des informations supplémentaires sur notre environnement réel. On peut avoir ça, par exemple. Ça peut être ça, la grande surprise. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que on évolue progressivement par étapes successives sur ce que j'appelle l'informatique ambiante, pervasive computing, etc., etc. L'informatique partout.
Ça, c'est une tendance dont on peut être sûr. Comment elle va se concrétiser, comment elle va se matérialiser, là, c'est ouvert à débat. Voilà, merci pour votre attention et maintenant, je suis prêt pour des questions. Bah, déjà, merci Alain pour cette présentation. Alors, il y a eu pas mal de questions, je vais essayer de te les poser dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été posées. Une D'accord? concerne en fait l'IA et qui pose la question de est-ce qu'il est vraiment pas trop tôt encore pour dire que l'IA est un échec actuellement? C'est pas tout à fait un échec. C'est-à-dire qu'il y avait trois scénarios possibles à partir du moment où le machine learning a commencé à nous donner des effets démo renversants, principalement par Google, mais aussi par IBM avec Watson. À ce moment-là, on pouvait imaginer que c'était le moment où l'IA allait tout balayer et allait s'imposer partout, allait être le substrat de notre évolution technique, que tout allait reposer sur des systèmes de machine learning. On a toujours cette tendance à la généralisation et à croire que le nouvel environnement technique à la mode va être tout pour tout le monde. Et à chaque fois, évidemment, on se trompe. Alors, dans les trois scénarios, il y en avait un où finalement la baudruche se dégonflait complètement et c'était un échec et on repartait dans un univers de l'IA où plus personne osait utiliser le mot, enfin l'expression intelligence artificielle parce que c'était marqué du ridicule, comme on l'a connu dans l'histoire de l'IA justement où il y a déjà eu deux hivers précédemment. Ça voulait dire que toutes les promesses du machine learning étaient du même niveau que les promesses des systèmes experts et que finalement, ça allait déboucher sur rien. Le scénario intermédiaire qu'on est en train de vivre actuellement, c'est de s'apercevoir que l'IA n'est pas encore une technique vraiment mature et que seuls les très grands acteurs peuvent l'utiliser à grande échelle et avec des résultats intéressants. C'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Microsoft, etc. Pour les autres, bah, c'est un peu comme les projets pilotes blockchain. Bien des gens ont essayé et peu ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant. Euh, c'est la mode, donc on s'y penche, on se dit bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais finalement assez vite on s'aperçoit que bon bah c'est trop tôt, c'est pas encore assez mature ou tout simplement c'est pas pour nous. Donc voilà sur l'IA. Je dis pas que c'est un échec complet, je dis simplement que entre un nouvel hiver de l'IA et une généralisation renversante qui bouleverse tout, on est plutôt dans un scénario intermédiaire que j'ai appelé l'automne de l'IA. Voilà. D'accord, très bien. Ensuite, il y a une question sur la blockchain. Ouais. La suivante. En quoi justement, c'est-à-dire que les acteurs en fait valident les transactions et il y en a énormément, donc c'est-à-dire que c'est pas contrôlé par une certaine instance. Alors pourquoi cette fameuse décentralisation ne serait pas réelle? Bah, tout simplement, bon, d'abord sur la blockchain, c'est très important d'abord de comprendre qu'on est dans une phase initiale encore et que pour le moment, les performances sont très mauvaises et c'est normal pour un système distribué, très largement distribué. La blockchain, c'est pas autre chose qu'une base de données ou un registre distribué à très grande échelle et pour lequel il faut un système de validation pour qu'une nouvelle transaction, un ajout de bloc, c'est toujours comme ça, soit validé par la majorité des participants au réseau. Donc pour le moment, on a des niveaux de performance qui sont très faibles et qui se vérifie, puisque ce n'est pas seulement la blockchain du Bitcoin ou d'Ethereum qui sont peu performants. Toutes les blockchains, une fois qu'elles sont mises à l'épreuve, se révèlent être peu performantes. Il y a des blockchains moins connues, alternatives, qui sont mises en avant comme étant des blockchains de nouvelle génération, telles que Solana ou autres. On dit, bon, attendez, vous allez voir, ça c'est formidable et ça va permettre du transactionnel à haut débit. Et bien à chaque fois que tout d'un coup il y a un intérêt des utilisateurs pour ces blockchains, bah, ça s'effondre. Donc on voit bien que c'est très loin d'être mature. Ensuite, il faut bien voir que
l'absence de contrôle est une illusion. On l'a dit tout à l'heure, derrière les acteurs principaux du Web3, les plus connus, on retrouve des banquiers importants, américains la plupart, et ces gens-là veulent du contrôle. Et en plus, on a eu des exemples qui prouvent que toutes les promesses comme quoi c'est inaltérable, c'est inviolable, s'il y a une transaction, elle est faite et pour toujours et on ne peut pas revenir dessus. La blockchain Ethereum elle-même, à un moment, a connu un hard fork, pour reprendre leur jargon, c'est-à-dire a connu une dérive, une dérivation pour revenir en arrière d'un problème, d'un bug qui s'est révélé dans comment dire, un smart contract, une DAO, les organisations comment dire, décentralisées. Et la majorité de la communauté, en tout cas une majorité de la communauté, a dit ouais, c'est vrai, on ne peut pas continuer comme ça, il faut revenir en arrière, il faut donc faire une nouvelle branche de notre blockchain qui ne soit pas affectée par ce bug. D'ailleurs, certains n'ont pas voulu ça et ont continué avec l'ancienne blockchain qui s'appelle Ethereum classique aujourd'hui. Donc on voit bien que toute cette illusion, toute cette théorie de l'indépendance et de la décentralisation ne résiste pas à l'analyse. Dès qu'on est confronté au vrai monde, aux vraies difficultés, aux bugs, hein, tout simplement, eh bien, on est obligé de faire des compromis et on s'aperçoit qui a vraiment la main sur OpenSea, MetaMask et ainsi de suite. On vous dit, il n'y a pas de problème, c'est sans risque et c'est garanti que ça ne sera jamais affecté. Mais dès qu'il y a un problème, ça peut être un problème politique, comme actuellement, par exemple, le conflit, les problèmes de conflit ou d'opposition politique, bah hop, on n'hésite pas à fermer les comptes. Donc on s'aperçoit que tout cela n'est qu'illusion. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a une question concernant le métaverse. Est-ce que ce serait pas justement une certaine opportunité que de détenir une zone commerciale dans cet espace-là, en fait, de l'acheter en amont, en espérant justement que ce concept-là grossisse de plus en plus et que voilà, que dans le futur proche ou moyen terme, que ce soit un réel avantage pour les entreprises qui investissent maintenant. Oh oui, je connais ce principe, c'est faut faire vite, faut être parmi les premiers, il faut en profiter maintenant, allons-y. Je vois pas en quoi acheter une parcelle dans The Sandbox ou Decentraland est différent d'avoir acheté une parcelle dans Second Life il y a 10 ou 15 ans. C'est exactement la même chose. Et on voit aujourd'hui que bah, la seule différence, c'est que Second Life n'est plus à la mode et Sandbox est à la mode. Il faut quand même comprendre une bonne fois pour toutes que ce qui est important, c'est pas d'être le premier. Ce qui est important, c'est d'être le premier à faire correctement. C'est ça qu'on a appris encore et encore depuis 40 ans. C'est pas le premier qui réussit dans un nouvel environnement, dans une nouvelle technique ou autre. C'est le premier qui en comprend les tenants et aboutissants et qui propose quelque chose qui coche toutes les bonnes cases au bon endroit au bon moment. Donc pour le moment, on peut effectivement s'amuser à dépenser son argent. Vous êtes libre hein, d'acheter une parcelle sur Decentraland, Sandbox ou autre, il y en a plein. Hein. Mais à mon avis, mais c'est que mon avis, c'est complètement sans intérêt parce que c'est beaucoup trop tôt et qu'on n'a aucune visibilité sur ce que vont devenir ces environnements et donc votre parcelle. Donc c'est un pari. Alors bon, je ne vais pas empêcher les gens de faire des paris. C'est même le principe des environnements spéculatifs, ce qui n'est pas forcément toujours négatif. Mais clairement, l'argument de bah, il faut être le premier, il faut se dépêcher, c'est maintenant, bon, clairement, c'est le FOMO, ça, c'est Fear of Missing Out, et vous tombez dans les pièges de cette propagande spéculative qui favorise et vous incite à rentrer dans le jeu de la crypto-spéculation. Ça, je vous le déconseille, mais bon, voilà, c'est mon opinion. Suivante. Bah, je pense qu'on peut terminer sur cette dernière question que je vais te poser, Alain, et qui est une sorte d'ouverture de mon point de vue, mais sur le fait que ce fameux Web3 est un concept assez particulier au vu de la crise sanitaire.
qui nous a fait prendre conscience qu'on avait besoin d'interaction sociale et physique, de sortir justement de ces bulles virtuelles. Quel est peut-être ton point de vue sur cette évolution technologique, cet apport ou non? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif ou est-ce que ça va totalement à contresens, à contre-courant de ces différentes prises de conscience qu'on a eues récemment? Non, c'est très intéressant. Et ta question est tout à fait valide. Si on s'est aperçu de quelque chose pendant cette crise sanitaire, c'est que les grands acteurs n'étaient pas avares de censure, tout comme le gouvernement. Ce qu'on a subi pendant 2 ans a été affreux et complètement inattendu. Et on s'est aperçu que les réseaux sociaux, les GAFAM, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc., pratiquaient la censure d'une façon extraordinaire, incroyable. Et que si on pouvait avoir des environnements qui enfin ne soient pas censurables, ce serait merveilleux. Et le Web3 surfe en partie sur ce besoin. Mais dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que d'abord, la censure existe aussi dans le Web3, que l'indépendance de ces plateformes est absolument pas garantie. Au contraire, ce sont des acteurs avec des agendas qui sont derrière. Donc le Web3, c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question. Je suis absolument d'accord avec toi qu'il y a un vrai besoin en la matière, mais ce n'est pas du tout le Web3 qui va y répondre. Voilà. Ok. Mais bon, ça reste simplement mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, et comme je l'ai dit en conclusion, faites votre propre opinion, voyez par vous-même, vérifiez. C'est pas difficile. Tout est en ligne, tout est accessible. Eh ben, écoutez, merci Monsieur Lefebvre pour cette présentation. Merci à N'oubliez tous. pas ouais, donc tout ce webinaire-là sera disponible à la fois sur YouTube et sur le site internet, je le rappelle. Et puis si vous avez des questions et vous voulez échanger à propos de ce sujet-là, n'hésitez pas à faire appel à Monsieur Lefebvre, que ce soit par mail ou directement sur son compte LinkedIn. Merci Alain. Et puis Merci Arthur. bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.